Alors aujourd'hui, ça ne nous a pas échappé, on va parler solutions fondées sur la nature, SFN pour les intimes. Vous savez, c'est ces solutions qui sont un petit peu à la gestion côtière, ce que on pourrait dire quoi, les mobilités douces sont au déplacement, enfin l'image n'est pas tout à fait correcte, mais en tous les cas des solutions fondées sur la nature, inspirées de la nature et non pas érigées contre elle. Alors nous allons voir tout au long de cette journée, CSFN, on va utiliser ce raccourci au cours de la journée, ce sera plus facile. Elles se développent, mais encore assez illégalement. Elles sont très utiles dans la boîte à outils des élus qui sont en charge de territoires côtiers, mais il faut encore souvent convaincre ces derniers de les utiliser, parce qu'elles présentent tout simplement, et on va le voir aujourd'hui, des atouts irremplaçables. Nous allons voir aussi aujourd'hui qu'entre la France, la Belgique, mais aussi les Pays-Bas ou l'Angleterre, tous partenaires de ce programme SARC, eh bien, il existe des différences d'approche, des différences d'organisation, des différences en termes de coordination, bien que toutes ces villes, qui sont très proches les unes des autres, soient évidemment confrontées au même type de risque d'inondation et de submersion marine. On va parler donc de tout cela aujourd'hui. L'objectif, il est très clair. À la fin de la journée, je voudrais que vous aimiez les SFN, que vous soyez convaincus que c'est vraiment la voie à suivre pour lutter contre les risques côtiers, pas seulement en complémentarité avec d'autres solutions, mais en tous les cas, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et avant de commencer, je voudrais dire un grand merci aussi à nos voisins belges, néerlandais, et je crois aussi savoir anglais, qui nous ont rejoints aujourd'hui pour participer à ce colloque. Notre journée, elle va se dérouler en 2 temps, c'est assez classique. Il y aura le matin et l'après-midi entrecoupés d'un cocktail déjeunatoire pendant lequel vous pourrez discuter. On a un programme très chargé, puisqu'en tout et pour tout, on a 23 intervenants qui vont se succéder aujourd'hui. Ce matin, on va se concentrer plus particulièrement sur les enjeux et les bénéfices de ces solutions fondées sur la nature. Et puis, cet après-midi, on parlera plutôt de cas pratiques, et puis on abordera aussi le sujet très important de l'accompagnement technique et financier de ces solutions. Et puis à chaque fois, évidemment, on mariera des interventions d'experts, des tables rondes, des retours d'expérience et des témoignages. Et puis évidemment, je me tournerai vers vous régulièrement pour que vous puissiez poser vos questions ou faire vos commentaires. L'objectif aussi, c'est qu'on passe tous ensemble une bonne journée, que ce soit vivant et rythmé. Monsieur le maire, je vous donne la parole, à vous d'ouvrir nos travaux. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci, madame, d'avoir introduit nos débats. Saluer monsieur le chef de cabinet du gouverneur, province de Flandre, monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture de Dunkerque, chers collègues élus et techniciens, que vous soyez de la région, du pôle métropolitain, de la Côte d'Opale, ça c'est pour le côté français, département, intercommunalité, et puis côté flamand, vous aurez l'occasion, monsieur le secrétaire général, de détailler un peu tous les participants. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette réunion de restitution, finalement, du projet SARC. Alors, comment la ville de Gravelines s'est retrouvée dans ce projet-là? Bon, il s'avère qu'à titre professionnel, j'ai toujours été très impliqué dans les projets Interreg, en son temps dans les projets Interreg liés au patrimoine fortifié que nous avons en commun avec les places fortes, avec nos voisins flamands. On avait initié un premier Interreg 1, c'était avec Furnes, il y a déjà plus de 20 ans, 25 ans. Et puis après, on a eu des projets dans le patrimoine maritime. Certains collègues élus s'en souviendront, avec ma collègue Jackie Merseman. Donc voilà, le patrimoine maritime, et aujourd'hui l'environnement, la nature, la lutte contre le changement climatique, parce que finalement nous sommes sur un bol d'air, les Pays-Bas flamands, donc nous partageons finalement un grand nombre de problématiques communes. Il y a déjà pas mal d'initiatives qui ont été mises en place ensemble. Je pense au projet Magetto, de faire en sorte que nous puissions, lorsque c'est possible pour nous, accueillir l'eau qui est en provenance de la province, de manière à les aider à lutter contre les inondations. Il y a des liaisons qui existent au niveau des Watringues, donc tant côté belge que côté français. Bref, la coopération entre nous, elle doit être naturelle finalement. Et je pense qu'on a aussi beaucoup à, je parle côté français, à s'inspirer aussi, monsieur le secrétaire général, de ce que vous faites,
côté flamand, parce que vous avez quand même pris les devants, on va le dire, hein, quand on va à Newport et quand on voit l'ouvrage qui est en train d'être construit à l'entrée du port de Newport, bon, on se dit que vous avez pris des décisions, vous êtes bien conscient de ce qui nous attend. Donc voilà, alors après il y a des solutions qui sont artificielles, il y a des solutions qui sont naturelles, c'est ce qu'on avait évoqué aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas opposer les unes aux autres. Lorsqu'on peut avoir des solutions naturelles, je crois que c'est mieux, ça coûte moins cher que des solutions artificielles, mais je pense qu'on devra travailler sur les deux aspects. Au niveau des voies de train, puisque je préside l'institution des voies de train Calais-Gravelines, Dunkerque-Saint-Omer, on a lancé une étude de long terme. Là aussi, on vous associera, monsieur le secrétaire général, chef de cabinet, on vous associera au rendu parce qu'on aura des décisions à prendre sur qu'est-ce qu'on doit faire pour rester un territoire résilient, finalement. Mais à long terme, 10, 20 ou 30 ans, vu les investissements que nous aurons à faire, il faut les anticiper. Alors on a la chance d'avoir un parterre de spécialistes techniques, hein, sans citer plus l'un que l'autre, vous dire que côté français, c'est les Watrains qui s'occupent de l'aspect lutte contre les inondations, et pour la submersion marine et l'érosion, c'est le pôle métropolitain de la Côte d'Opale qui en a la charge. Les deux structures sont bien représentées aujourd'hui, donc on aura vraiment les maîtres d'ouvrage et les communes, bien sûr, qui peuvent déléguer ou non leur maîtrise d'ouvrage au PMCO pour réaliser tel ou tel aspect. Alors nous, côté Gravelines, je voudrais remercier mes services, hein, Maud Bignard, Vincent Le Redans, parce que quand je leur ai dit on va s'engager dans les projets européens, il y a toujours parfois des petites réticences, parce que pour les projets européens, tout est en anglais. Voilà, donc il faut trouver dans les équipes quelqu'un, même si là, il n'est pas... C'est vrai que là, nos amis flamands ont cette particularité de parler à minima 3 langues. Donc, ce qui, disons-le, n'est pas encore tout à fait le cas, mes chers collègues, chez nous. Donc, je voudrais remercier particulièrement Vincent qui s'est prêté au jeu. Je me souviens de notre première réunion à Bruges. Voilà, on était là, tout le monde s'exprimait parfaitement et on essayait de suivre la discussion du mieux possible en anglais. Mais voilà, je pense qu'il faut y aller. Je pense que c'est aussi... il y a vraiment énormément d'opportunités. Je fais un peu de publicité pour Interreg, mais il y a vraiment beaucoup de moyens financiers qui existent sur les projets Interreg. En plus, la coopération, bien sûr, au-delà des enjeux financiers, c'est pas que de l'argent, c'est aussi des échanges, des liens, voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et maintenant, vous avez des projets européens qui vont jusqu'en Suède. L'Interreg Nord-Europe, vous pouvez travailler avec les Belges, bien sûr, les Hollandais, les Allemands, les Suédois, les Danois, même les Norvégiens. J'ai vu des projets passer récemment en région. Il y a tous ces projets-là qui existent. Donc il y a vraiment un enjeu à relever. Donc il faut que les collectivités, toutes les collectivités, s'organisent en interne. Alors c'est vrai que l'échelon intercommunal est le plus approprié, mais parfois les communes plus importantes peuvent aussi se doter d'un monsieur crédit européen qui est en capacité de monter les dossiers. De toute façon, son salaire peut être pris en compte. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut donner aux porteurs de projets. Son salaire peut être pris en compte dans les crédits financiers et son salaire ainsi, donc il est remboursé. Donc c'est un investissement de la collectivité. Donc moi, c'est vrai, je prône vraiment que le territoire du littoral, hein, globalement des Hauts-de-France, s'investisse davantage sur ce sujet des crédits européens. Alors aujourd'hui, on va vous présenter ce qui a été fait, tant à Gravelines, avec cette solution pour retenir le sable des ganivelles, que sur d'autres communes spécifiques, qu'elles soient belges, néerlandaises et même anglaises, puisqu'à l'époque, nos amis anglais étaient dans ce programme, et d'ailleurs, j'espère qu'il y aura des passerelles, même si les Anglais sont sortis de l'Union européenne, j'espère qu'il y aura des passerelles pour faire en sorte de pouvoir encore travailler avec eux. On le fait dans le domaine des problèmes migratoires, monsieur le secrétaire général, pourquoi ne pas le faire aussi sur des sujets contre le changement climatique? Il faudra bien trouver des passerelles avec les Anglais parce qu'on est quand même sur le même espace nord-européen, il me semble. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à Gravelines. Pour ceux qui ne connaissent pas Gravelines, nous sommes une ville de 12 000 habitants. Nous sommes dans la communauté urbaine de Dunkerque depuis 1969. On a la particularité d'avoir gardé nos remparts. Nous sommes très fiers, nous en parlerons tout à l'heure. Le site fortifié qui a été remanié par Vauban. Vauban a été gouverneur de Gravelines en 1706.
Donc on a gardé ces remparts, ils devaient être détruits à un moment donné, et puis faute de crédit budgétaire, on n'a pas pu les détruire, heureusement, parfois comme quoi, il ne faut pas avoir trop d'argent, et donc on a gardé nos remparts et qui font aujourd'hui la fierté. Autre épisode important de notre ville, c'est la pêche à l'Islande. Nous partageons avec les Bretons, mais aussi avec les Flamands. Donc voilà, nous partions à l'Islande entre 1850 et 1920, pêcher l'amoureux à l'Islande, donc on a aussi on a des racines flamandes liées aux fortifications, liées aussi à notre rattachement à l'époque à la châtellenie de Bruges. Quand vous allez à Bruges, vous regardez l'hôtel de ville de Bruges, vous allez voir Gravlingen, c'est Gravelines. Vous allez voir Dunkirchen, c'est Dunkerque. Nous étions dans le même espace de coopération, donc on a vraiment des racines communes. Voilà, vous aurez l'occasion de reparler encore de Gravelines aujourd'hui. Nous sommes bien sûr aussi un site balnéaire, un site nautique, et on entend aussi le développer. Donc bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à poser un maximum de questions, car l'objectif au-delà du rendu du projet SARC aujourd'hui, c'est de préparer l'avenir, et vous avez compris, je l'espère, en tout cas c'est le vœu que je formule, préparer d'autres programmes européens. Vive SARC, vive l'Europe. Merci. Merci, monsieur le maire Bertrand Rigaud. Hier, quand je suis arrivée à Gravelines, effectivement, je suis passée aussi par la route des Enrochements, ou la rue des Enrochements, je me suis dit qu'on était vraiment dans nos sujets, quoi. Koun sur Deliacourt, merci de faire l'honneur de votre présence ce matin et aujourd'hui. Vous êtes chef de cabinet du gouverneur de Flandre occidentale et on vous écoute. Merci. Monsieur le secrétaire général, monsieur le maire, mesdames et messieurs, je souhaite tout d'abord remercier le maire, monsieur Ringaud, de nous avoir invités dans cette jolie commune. Merci pour votre hospitalité. Gravelines respire historiquement une belle tradition en termes de connexion entre les Français et les Flamands. Le gouverneur de la Flandre occidentale est désigné comme le coordinateur flamand de la coopération transfrontalière entre le Flandre et le nord de la France. Malheureusement, il doit s'excuser pour aujourd'hui. C'est en son nom que je tiens particulièrement à vous remercier pour l'organisation de cette rencontre au sein du projet SARC. Une rencontre qui nous permettra d'échanger des informations tout en nous offrant l'occasion de transcender les frontières. Du reste, l'année prochaine verra la 35e année de collaboration entre la province de la Flandre occidentale et le département du Nord. Je n'ai pas mes lunettes, excusez-moi. Et c'est cette collaboration en particulier qui offre la possibilité de défendre nos intérêts communs, par exemple dans le cadre du programme Interreg. De nos jours, nous connaissons cette région comme la Flandre française, le maire l'a déjà dit, et plus spécifiquement comme le Westhoek français. Il n'y a pas un siècle d'ici, j'aurais pu donner cette introduction en flamand occidental. West-Vlaams, zoals dat bij ons zijn. Mais aujourd'hui, seuls quelques anciens le comprendraient parfaitement. Le paysage, le nom des villages qui ont invariablement un équivalent flamand, les fermes dans le polder qui s'élancent derrière, tout ça nous rappelle à quel point nous sommes intimement liés l'un à l'autre. Ce regard sur le passé nous indique aussi le chemin vers l'avenir. Les risques climatiques ainsi que les défis qui vont de pair constituent des problèmes politiques épineux. Les visions d'avenir de la montée du niveau des mers sont marquées par un très fort degré d'insécurité. Pourtant, nous devons agir aujourd'hui pour éviter le pire demain. Nous devons faire des choix difficiles, des choix qui présentent des conséquences négatives à court terme sans que leur avantage à long terme puisse toutefois être rendu visible. Néanmoins, ces défis climatiques ne sont pas si nouveaux. Depuis 2017, nous avons connu des sécheresses de plus en plus longues, et dans le bassin versant de l'Isère en particulier, les inondations nous accompagnent depuis belle lurette. Mais il y a plus encore, notre polder a toujours été une région où l'homme, depuis des siècles, manipule l'environnement et construit des digues
pour notamment préserver l'agriculture de la nature et la nature. Ces défis climatiques nous font prendre conscience que la lutte contre la sécheresse et la lutte contre les inondations ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre. Il en va de même pour la protection du niveau des mers et l'assurance de l'écoulement des eaux dans l'arrière-pays. Dans cette région, la côte et les polders constituent un système unique. C'est pourquoi aujourd'hui, ce séminaire évoquera aussi bien l'eau, la côté que les polders. L'amour passe par la ventre. Vous le voyez peut-être, monsieur le maire. Mais c'est une des rares expressions qui peut être traduite mot à mot. Cette région est connue pour sa potjesvlees, potch ou tête pressée. Dans de nombreux restos, on peut encore savourer cette délicatesse façon grandeur. Et certains chefs expérimentent même avec une touche moderne. Eh bien, c'est exactement la manière dont nous devons aborder les défis climatiques. Il faut partir d'une recette classique qui a prouvé sa réussite et ajouter un élément. Car les solutions aux défis climatiques sont peu à peu connues. Fin 2021, cette région fut confrontée à des inondations. Du côté français du bassin versant de l'Isère, l'impact était plus important encore que du côté flamand. 172 habitants ont dû être évacués. Dans cette région, les inondations sont pas rares. L'intensité et la durée des inondations de 21 l'étaient toutefois. Les mesures de protection classiques ont fait leur travail, mais n'ont pas semblé suffisamment. Il s'avéra pas évident à l'époque d'amener les gestionnaires des eaux de part et d'autre de la frontière sur la même ligne de conduite. Dans notre rapport d'évaluation concernant les inondations, une coopération transfrontalière plus poussée ressort comme l'une des recommandations les plus importantes. Le projet SAC et notre rencontre d'aujourd'hui nous invitent à porter plus loin encore notre coopération. Grâce à l'Union européenne, nous pouvons aspirer à un soutien pour également rendre les réalisations communes visibles sur le terrain. En effet, l'eau et par extension le changement climatique ne connaissent pas de frontières. Dans notre quête de solutions, nous ne devons pas nous limiter aux frontières administratives, linguistiques ou autres. Le gouverneur et ses services ont l'expérience que munis de connaissances du terrain, de leadership ou d'une intense collaboration opérationnelle, nous pouvons bel et bien faire la différence. J'ai fait référence au projet Magito, qui veut rendre la région de Boeren résiliente au changement climatique. D'ailleurs, c'est le maire, M. Lengo, et le gouverneur qui ont pu introduire en 2018, dans leur qualité de parrain du groupe de travail ou de la EG2S, West-Vlaanderen, Flandre, Dunkerque, le projet Interreg 5 Magito. 2 ouvrages y ont été installés avec le soutien européen. Une vanne à Dunkerque et une station de pompage sur le Speyvaart à Veurne. Une traité façonne les accords d'une gestion transfrontalière des eaux. À l'issue d'un trajet préparatoire de plusieurs années, ce traité a été signé chez nous à la résidence officielle du gouverneur le 8 mars cette année-ci. Grâce à l'intervention vigilante du sous-préfet et sur demande du gouverneur, les vannes ont même été exceptionnellement ouvertes plus tôt cette année-ci, en janvier, même sans que les traités aient déjà officiellement signé, en vue de prévenir les inondations du côté belge. Et ça a été sur le terrain. Une réussite
qui donnent envie d'aller plus loin. La construction des 2 nouveaux ouvrages était déjà à l'ordre du jour en 2010. Il a fallu attendre 2023 pour que ces ouvrages deviennent opérationnels. Les inondations de 2021 avaient également quelque chose de déjà vu. Les recommandations à la suite des inondations de 2012 refaisaient surface et certaines solutions proposées à l'époque n'avaient pas été réalisées ou prenaient la poussière au fond d'un plat. Les précédentes sécheresses en période estivale et les pics de précipitations nous font prendre conscience que la réalité nous rattrape. Le changement climatique ne se fait pas attendre. Nous n'avons ni des années, ni des décennies pour agir et nous armer contre le changement climatique. Pour le projet Interreg 6, des collègues de la province de la Flandre occidentale proposent à nouveau de renforcer la coopération transfrontière, aussi dans le domaine politique des eaux. Des cadres d'accord clairs et des lignes de communication directes doivent nous prémunir afin que nous puissions intervenir à temps et résolument en cas de situation menaçante en urgence. Pour conclure, j'aimerais terminer avec l'importance de la coopération. De par sa fonction, le gouverneur de la Flandre occidentale est compétent pour le maintien de l'ordre et la prévention des catastrophes. Parfois, il est contraint de prendre des mesures qui ne sont pas toutes accueillies aussi favorablement. Cela fait toutefois partie intégrante de sa fonction. L'été dernier, par exemple, il était indispensable d'instaurer une interdiction de captage d'eau dans les cours d'eau non navigables, et ce dans toute notre province. Une mesure pas toujours bien reçue avec un impact considérable sur la population, sur l'industrie et sur l'agriculture. Elle était néanmoins impérative pour l'environnement. Je souhaite souligner que la bonne mise en œuvre d'une telle mesure est uniquement possible grâce à la coopération et participation de la population. La situation d'urgence derrière nous, la coopération reste essentielle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières. En effet, il est capital de mettre en commun nos connaissances. C'est là que se situe la force de notre approche. Le système de la plaine côtière caractérisé par des polders et des dunes est aussi unique. Certainement en France. Pour assurer et faciliter une approche similaire dans le nord de la France, en Belgique et aux Pays-Bas, il est nécessaire d'organiser des événements comme celui d'aujourd'hui. Le programme suivant à l'ordre du jour offre de nombreux exemples où nous pouvons faire la différence. Et je vois que mon temps est passé avec vous. Je m'en réjouis d'avance. Pas du tout terminé, tranquillement, monsieur. Je vous souhaite à tous et à toutes une journée inspirante. Monsieur Sourdriacourt, j'ai noté que vous avez prononcé 9 fois le mot coopération, déjà. Comment on le dit en flamand? Samenwerking. On va dire coopération, alors ce sera plus simple pour moi. Merci infiniment. Monsieur Lénard, Olivier Lénard, vous représentez ici l'État, vous êtes secrétaire général de la sous-préfecture de Dunkerque. Effectivement, merci monsieur le maire, merci monsieur le directeur de cabinet, merci, bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus, les experts, les représentants des organismes ou des institutions qui interviennent sur cette question de l'impact du changement climatique sur nos littoraux. Je sais qu'on est nombreux, la salle est pleine et ça fait très plaisir. Pour moi, effectivement, je représente le sous-préfet de Dunkerque qui n'est plus en poste, qui est parti il y a quelques semaines, mais il aurait participé avec grand plaisir à ce séminaire et à cette question, puisque comme vous l'avez rappelé, monsieur le directeur de cabinet, effectivement, on a mis en œuvre le mécanisme Magetto avant même la signature.
ce qui a permis d'éviter des inondations importantes du côté belge. Et donc on est très content. C'est un exemple de coopération évidemment très efficace, puisque sur la simple saisine du gouverneur, le sous-préfet de Dunkerque a accepté de mettre en place et de mettre en œuvre ce mécanisme. Donc c'est un grand plaisir pour moi, un grand honneur, je dois le dire, d'introduire ce séminaire consacré aux villes côtières durables et résilientes pour 3 raisons. La première, c'est que, évidemment, la question posée, qui est indiquée sur la fiche, l'opportunité de s'adapter au changement climatique, pour l'interrogation, c'est évidemment la question majeure pour les décennies à venir, pour l'ensemble des pays du monde, et notamment pour les pays européens, et encore plus particulièrement pour les pays qui ont une façade littorale sur la Manche et sur la mer du Nord. La deuxième raison, c'est que c'est un programme de coopération transfrontalière, et effectivement, je pense que c'est en s'associant que les pays européens, là en l'occurrence c'était la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, c'est en s'associant que les pays européens vont réussir à relever les défis qui se posent à eux dans les années et dans les décennies à venir. Et même si évidemment le Brexit est intervenu, je vous rejoins Monsieur le maire, j'espère que nous pourrons continuer à travailler de concert avec les Anglais, puisque c'est absolument nécessaire. La coopération ne doit pas s'arrêter évidemment aux questions migratoires, mais encore plus vocation à se développer sur les questions environnementales. Et c'est dans ces coopérations qui aboutissent à des solutions pratiques que l'Europe, je ne dis pas forcément l'Union européenne, puisque la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, puise évidemment toute sa légitimité. Enfin, c'est un grand honneur pour moi aussi, et c'est logique d'être ici, puisque le littoral dunkerquois, vous l'avez rappelé, est évidemment un des premiers territoires concernés par ce changement climatique et par l'adaptation à laquelle on doit faire preuve. Évidemment, tout le monde le sait ici dans la salle, le littoral dunkerquois est un territoire qui s'est toujours adapté. J'en veux pour preuve qu'au XIe siècle, alors là c'est un petit peu les réminiscences du professeur d'histoire que j'étais auparavant qui reviennent, mais je ne serai pas long là-dessus. Évidemment, au XIe siècle, sous l'égide des comtes de Flandre, avec l'appui des institutions monastiques, vous le savez, des travaux d'assèchement, d'endiguement ont été menés, ont permis de gagner des territoires sur la mer. Et cette période, ces efforts nous montrent que le littoral est un espace en perpétuel mouvement, sous l'effet de l'action de l'homme, mais aussi sous l'effet des facteurs naturels, le vent, les marées, l'élévation du niveau des mers. Et donc aujourd'hui, on est finalement confronté un petit peu à un même défi, le défi du changement climatique, du réchauffement climatique, je devrais dire, qui va contribuer à élever le niveau des mers. Alors sur les projections à l'avenir, à 2050 ou à 2100, évidemment, les chiffres peuvent être sujets à débat. Toujours est-il que si on regarde les chiffres depuis 1900, le niveau des mers a progressé de 23 cm, dont 6 cm depuis 2000. Donc c'est quand même une évolution importante et qui s'aggrave d'année en année. Sur notre littoral français, on a un quart des côtes qui sont soumises à des phénomènes d'érosion, à des phénomènes de recul du trait de côte. Donc le défi est extrêmement important, et il est d'autant plus important aujourd'hui que nos littoraux sont fortement anthropisés. En effet, les littoraux ont toujours été des espaces extrêmement attractifs, mais ils le sont encore plus depuis quelques années. Ils concentrent des enjeux économiques, sociaux, environnementaux de plus en plus importants. Et le littoral dunkerquois, là aussi, on a l'illustration, parce qu'on a sur ce littoral 200 000 habitants, on a une centrale nucléaire qui a vocation encore à accueillir des EPR supplémentaires, on a un développement industriel dans le port de Dunkerque qui est absolument extraordinaire. Donc on est vraiment au cœur de la problématique. Face à ce constat, face à ces difficultés, l'État, les collectivités locales agissent, ne restent pas évidemment les bras ballants. Et je rappellerai ici que l'État a, dès 2012, élaboré une stratégie, la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, qui a été mise en place justement pour mieux anticiper les évolutions du littoral et pour tenter de trouver des solutions pour s'adapter à ces changements. Cette stratégie, elle repose sur une idée relativement simple. Il s'agit de faire avec la mer plutôt que contre la mer. Évidemment, l'homme est trop faible face à la nature, et ignorer les changements naturels est très certainement vain et voué à l'échec. Donc aujourd'hui, on a une stratégie qui
qui peut être différente de celle qui a été suivie dans le passé, qui peut être différente de celle qui est suivie dans d'autres pays. Ce séminaire est aussi l'occasion d'en discuter. Il s'agit de s'adapter de manière souple plutôt que d'essayer de fixer le trait de côte. Et donc, pour renforcer notre résilience, il s'agit aujourd'hui de s'appuyer notamment sur le rôle des milieux naturels, sur les écosystèmes maritimes et côtiers. Et on sait à quel point ils peuvent rendre des services extrêmement importants, que ce soit dans la protection contre les risques naturels, de submersion marine, d'inondation, ou que ce soit également dans l'atténuation du changement climatique, puisque ces espaces jouent un rôle dans la captation du carbone. C'est donc aujourd'hui une tâche énorme qui se présente à nous, mais c'est un enjeu, c'est un défi qui nous mobilise. L'aménagement du littoral doit être repensé. Il faut qu'on développe une gestion coordonnée et partagée entre tous les acteurs sur la gestion de l'ensemble des risques qui concernent le littoral. Il faut qu'on réserve les opérations de protection qui artificialisent la côte aux espaces qui sont les plus concernés par les enjeux, les espaces à fort enjeu. Il faut qu'on protège, qu'on restaure nos zones naturelles, nos espaces naturels maritimes et côtiers. Et il faudra à terme aussi qu'on envisage, c'est très certainement le plus difficile, la relocalisation des activités, des biens et des usages dans les zones où cette solution est possible et envisageable. On a toujours cette idée du calcul coût-bénéfice qui reste quand même présent. En tous les cas, c'est une tâche immense qui se présente à l'ensemble de la société, à l'ensemble des pays, à l'État, aux collectivités locales, aux associations. Et je tiens à rappeler ici, dans la lignée de cette stratégie de gestion intégrée du trait de côte, que l'État est présent avec la sous-préfecture, avec ses services déconcentrés, avec la DREAL, avec la DDTM qui est ici présent et que je salue, qu'on vous encourage, que l'État vous encourage justement pour développer ces solutions fondées sur la nature et sur une gestion souple du trait de côte, et on sera à vos côtés pour vous accompagner et pour vous aider. Merci beaucoup et bon séminaire. Merci.